tarder, je vais vous présenter les panélistes qui sont avec nous ce soir. Donc, premièrement, il y a M. Luc Boutillier, qui est un économiste forestier, politologue et ingénieur forestier. Il enseigne depuis 40 ans au département des sciences du bois et de la forêt de l'Université Laval. Et ses recherches, en fait, ont été dirigées surtout vers la politique forestière, l'évaluation environnementale, la participation du public à la gestion du territoire forestier, les communautés forestières, la bioénergie dans le contexte des changements climatiques et l'intégration des préoccupations autochtones en foresterie. Donc, merci Luc d'être avec nous. Ensuite, on a Raphaël Langevin, ici, qui est chercheur associé à l'IRIS, qui est l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Raphaël, il est titulaire d'une maîtrise en économie de l'énergie à l'Université Laval, ainsi que d'un baccalauréat en biochimie et d'un baccalauréat en économie et mathématiques. Vous ne devez pas se décider. Il travaille comme professionnel de recherche en économie de la santé dans le milieu universitaire et il s'implique aussi depuis plusieurs années dans différentes organisations sociales et environnementales. Ensuite, il y a M. Roger Rachy, qui est un militant social et politique actif à Montréal. Il a travaillé comme coordonnateur des campagnes chez Alternative de 2010 à 2017. C'est une organisation de solidarité qui œuvre pour la justice et l'équité. Il est présentement membre du comité de coordination du Front commun pour la transition énergétique, dont la mission, en fait, est de regrouper des organisations qui contribuent à l'élaboration collective et à la mise en œuvre d'une transition énergétique structurante et porteuse de justice sociale. Et finalement, il y a Mme Diana Potez, qui est engagée dans des processus de défense de la vie, des eaux et des territoires contre l'extractivisme. En fait, elle a émigré à Montréal en 2009, mais elle est retournée depuis vivre en Colombie, son pays d'origine. Elle fait partie là-bas du Carnaval pour la vie, qui est un processus à Cali, en Colombie. Et elle a fait pendant plusieurs années aussi partie du Comité pour les droits humains en Amérique latine, le CEDAL, avec des responsabilités liées aux actions urgentes et une participation active à l'éducation populaire et aux campagnes de plaidoyer politique. Donc, un panel très intéressant ce soir. Alors, sans plus tarder, on va plonger dans le vif du sujet avec le premier bloc. Donc, le premier bloc sera abordé par Luc. Et en fait, on essaie de faire un bref état des lieux de l'extractivisme. En fait, l'extractivisme, c'est un mot qui provient du Brésil. Je ne sais pas si vous le saviez. C'est un mot qui était d'abord utilisé dans les années 90 pour désigner l'exploitation de la forêt amazonienne particulièrement. Donc, c'est intéressant que ce soit monsieur en foresterie qui commence à nous présenter le sujet. Donc, la parole est à vous, Luc. Alors, bonsoir tout le monde. Buenas tardes. Et c'est tout ce que je sais. Écoutez, le hasard fait bien les choses, là. On m'a remis un numéro de relation et il y a une petite citation qui m'inspire ce soir. Personne n'est exempt de dire des sottises. Le malheur est de les dire avec sérieux. Montaigne. C'est un clin d'œil du destin. J'en ai eu plusieurs aujourd'hui. Écoutez, j'ai beau avoir de nombreux diplômes et m'intéresser à toutes sortes de choses depuis bien longtemps, je ne suis pas expert en extractivisme. Sauf qu'effectivement, tout ça a commencé avec ce mot-là, la genèse de ce mot-là a commencé avec l'idée de surexploitation de la forêt brésilienne, mais non seulement de surexploitation, c'est on ramasse le bois pendant qu'il y en a et après on va faire pousser du soya. Bon, on est tous familiers avec ça et au fond, l'idée d'extractivisme, c'est une idée de développement économique par l'extraction des ressources naturelles. Jusque-là, j'ai pas trop de misère. Extraire des ressources naturelles, c'est correct, mais encore faut-il se poser des questions quand on le fait. Et c'est là où l'extractivisme
devient très nocif, devient toxique, comme le dit le titre de la conférence, et pas de la conférence, mais de notre panel. Pourquoi ça devient toxique? Parce que l'extractivisme, ça veut dire maximiser les profits immédiats. L'idée, dès qu'on voit le mot maximiser, il faut toujours se poser des questions. Et cette idée d'immédiat qu'on doit questionner. L'extractivisme, ça ne tient pas compte de l'avenir. Les conséquences, on n'en a rien à cirer quand on est dans une logique d'extractivisme. Et évidemment, c'est de ne pas prendre en compte. L'extractivisme ne prend pas en compte la vie des gens qui habitent le territoire où on fait de l'extraction. Alors, là, on comprend pourquoi c'est toxique. Et comme si ce n'était pas assez, l'extractivisme, c'est une façon d'exploiter les ressources naturelles qui n'a en tête qu'une ressource, un secteur, qui ne voit pas que le territoire où on va prélever ces ressources, il est riche, il est multiple, il est pluriel. Et évidemment, si on met tous nos œufs dans le même panier, ben on fait une formidable omelette. J'ai l'habitude de dire dans le premier cours, je travaille avec des étudiants finissant en foresterie. Je suis un vieux prof qui arrive en fin de parcours étudiant. Mon parcours à moi, là, pour mon ami Pascal, non, j'ai encore du plaisir à faire ce que je fais. Bien sûr, je me doute bien que la retraite n'est pas loin, là, mais je pense que je peux être utile à enseigner. Et entre autres, pourquoi? Parce que je dis toujours à mes étudiants qui, 4 mois après m'être passé entre les mains, vont œuvrer en forêt pour faire de la récolte forestière, j'essaie toujours de leur dire, vous savez, la forêt, c'est beaucoup plus qu'un tas de bois. Et si on a ça en tête, ben là, on va éviter le piège de l'extractivisme qui vise à maximiser les profits dans l'immédiat, en se foutant de qui habite le territoire, que ce soit des communautés non autochtones ou autochtones, et en prenant pas compte que la forêt, c'est oui du bois, mais ce sont des paysages, des habitats phoniques. Les forêts sont génératrices de plein de services écosystémiques. Donc, l'extractivisme ne voit dans le territoire qu'un lieu d'approvisionnement. Et c'est une volonté de faire des profits à travers des entreprises dans une perspective individuelle. Autrement dit, si l'entreprise va bien, tout va bien aller. Ce qui est complètement aberrant. Là. Mais ça repose sur l'économique, on appelle ça la théorie des retombées. Je préfère l'expression anglaise, le trickle-down economics. Comme aurait dit mon grand-père, le trickle-down economics, c'est de s'imaginer qu'en nourrissant un cheval avec la meilleure avoine possible, ce qui va en sortir va être suffisant pour nourrir les autres. C'est un peu étrange qu'il y ait encore tant de gens qui croient à ça, le trickle-down economics, que si l'entreprise va bien, ben, la collectivité va profiter d'emplois, tout le monde va être content. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et je pourrais vous tenir la jambe avec plein d'exemples forestiers. J'ai préféré vous parler de mon grand-père. En fait, pour conclure, l'extractivisme exclut l'humain de la nature, alors qu'on en fait partie. L'extractivisme met en opposition le progrès et la beauté, alors que le défi, c'est de... Oui, il faut bien
on utilise notre patrimoine, notre territoire, mais si on a en tête de respecter sa beauté, ben là, on va s'éloigner d'une logique strictement extractiviste. C'est un peu philosophique, mais c'est comme ça que je placerai le débat de l'extractivisme. Donc, merci, ça place la table, en effet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait rebondir sur ça? Oui? Je suis très content que M. Boutier ait tout de suite, dès le début, dans la définition de l'extractivisme, mis l'accent sur l'aspect maximiser le profit. Parce que le problème, c'est que souvent des gens décrivent l'extractivisme comme des moyens industriels d'extraire les ressources naturelles. C'est le moyen. Mais la clé, c'est l'objectif, et M. Boutier l'a bien dit, l'objectif étant de maximiser les profits, donc d'extraire les ressources naturelles avec une finalité marchande. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas la toxicité de l'extractivisme et donc de la lutte des peuples, non seulement autochtones, mais des peuples qui vivent sur ces terres-là, contre cette forme de développement économique. Bonsoir. Moi, je voudrais ajouter, je suis un peu nerveuse de poser la langue, mais je vais, si j'ai des questions, je vais demander. Et je voudrais ajouter que si on parle d'extractivisme, on doit s'imaginer la totalité comme du planète. Et il y avait des régions au monde qui ont été pourvoyeurs des ressources naturelles, en guillemets, des ressources. Et la logique extractiviste a exploité les Sud pendant 500 ans pour avoir la richesse qu'il y a au nord. Donc l'extractivisme est le véhicule de plusieurs systèmes d'oppression qui ont été présents dans la logique d'expansion impériale qui a commencé à fonctionner pour avoir de l'accumulation. Donc c'est plus aussi on le regarde de notre perspective d'habiter, d'être né dans la colonie d'un empire, par exemple. C'est une autre perspective. Oui, bien, merci en fait justement de... Oh, est-ce que tu voulais réagir rapidement? Parfait. On fait le tour du champ. Oh, En lien avec ce que disait Mme Potès, il y a aussi un aspect, je pense, important. On parlait de court terme, il y a un aspect de long terme aussi, dans le sens où l'aspect de long terme, c'est oui, maximiser les profits, mais l'entreprise, c'est bien que ses profits, elle peut extraire complètement la ressource pendant 1 an, 2 ans, maximiser ses profits durant cette période-là, et ensuite, éventuellement, la ressource, si elle l'offre complètement sur les marchés, c'est pas intéressant non plus pour elle. Il y a une logique de long terme qui, comme si on prend le cas de pétrolier, la plupart du temps, les grandes entreprises pétrolières vont essayer de maximiser les profits pour elles-mêmes à long terme en contrôlant l'offre sur les marchés aussi. C'est un peu ce que fait l'Organisation des pays exportateurs producteurs de pétrole en jouant avec le niveau d'offre mondiale de pétrole. Et ça, ce que ça fait que ça donne une puissance énorme à ces entreprises-là parce qu'elles sont capables d'accumuler un capital sur le long terme, créer une dépendance à ces ressources et sont capables, à travers ça, de faire mourir et naître des gouvernements à leur faveur aussi pour s'assurer de cette rentabilité-là à long terme. merci. Donc, oui, ça fait un bon portrait global, je crois, quand même, de la situation. Je pense qu'on pourrait tout de suite embarquer sur le deuxième bloc, surtout avec qu'est-ce que Diana dit. Donc, ce serait de comprendre, en fait, quelles sont les conséquences de l'extractivisme, non seulement sur les ressources, puisque au final, bien, la ressource va éventuellement finir par être complètement dilapidée souvent ou complètement surexploitée.
Et donc, oui, sur la ressource en tant que telle, que ce soit de l'eau, du pétrole, du gaz, du charbon, même des poissons, par exemple, la forêt, mais aussi les impacts sur les populations aussi qui habitent près de ces projets d'extractivisme, comme M. Boutier l'a dit, et surtout aussi les liens qu'il y a à faire entre ce système d'extractivisme, mais aussi les autres systèmes de domination, d'oppression, donc que ce soit au niveau de l'impérialisme, du colonialisme, du racisme, du sexisme même. Donc peut-être Diana nous donner quelques mots sur ça, en fait, sur les liens qu'il y a à faire entre ces différents systèmes d'oppression. La logique extractiviste a brisé notre relation avec la nature et aussi entre nous. Et je voudrais ajouter aussi les mêmes que Lou. Et moi, je ne parle pas comme expert de ces questions qui Alice vient de dire, mais plus comme je me vois comme une personne qui va partager des savoirs qui ont été construits en collectivité, ensemble, en dialogue, et aussi en solidarité nord-sud, avec les milieux urbains et ruraux aussi. C'est ça qui m'a amené à les réflexions que parfois je vais partager avec vous, et c'est que l'extractivisme a des impacts, comme vous savez, comme tout le monde sache, et sur les corps, sur les territoires, et la logique a fonctionné avec comme l'exploitation, les dépossessions et des territoires, des corps, des imaginaires, de comment est-ce qu'on s'est lié avec la vie. Et c'est vrai qu'il y a des impacts sur les femmes, comme tu dis, sur les peuples autochtones, mais sur tout le monde. Oui, pas seulement sur ces groupes-là. Et ce que moi je voudrais ajouter ou dire, partager, c'est qu'il y a une résistance autour de ce qui se vient d'installer avec toute la logique extractiviste, parce que quand la logique arrive, il y a comme un désir de s'approprier de la vie, de la dynamique de la vie, et installer une autre pour l'accumulation. Oui? Et avec ça, il y a comme de la mort partout, parce qu'il y a des dépossessions, des assassinats, de appropriation de ces trois territoires que je viens de mentionner, des territoires physiques, l'imaginaire, les corps des personnes qui ont été aux bases des systèmes d'exploitation. Pour l'accumulation de richesses, il a fait on avait besoin de corps de femmes, on avait besoin de personnes esclavisées, on a besoin de hiérarchiser les mondes de la vie pour pouvoir faire l'engrenage de tous ces systèmes. Et avec tout ça, il y a des grandes résistances qui se sont construites pour défendre
la vie même dans les pires conditions. Et c'est ça dans les points que je voudrais remarquer parce que c'est pas la meilleure façon de voir les gens comme victimes de l'extractivisme. On est tous victimes de l'extractivisme, mais c'est plus comme de remarquer les résistances ou les réexistances, de construire de nouvelles façons de faire, de vivre, parce que il y avait comme toute une ¿cómo se dice? Pues ha habido una como desvalorización, como un desprecio, un desprecio, ¿cómo se dice? Desprecio. Mesquinerie, oui, comme te rebaisser. Comme l'extractivisme est venu aussi avec une façon de rebaisser quelques savoirs, quelques connaissances, quelques relations de la vie. Donc, par exemple, moi, je parle d'une connaissance qui a été construite en collectivité avec des gens qui parlent avec les arbres, avec les étoiles, avec la lunette, avec les autres êtres vivants de la terre-mère, par exemple. Et c'est ça, tous ces savoirs qui ont été rebaissés de tous les groupes que vous avez mentionnés, femmes, paysannes, mais ce n'est pas seulement comme une lutte contre l'extractivisme, mais aussi une façon c'est une philosophie, par exemple, c'est une façon de voir la vie, de faire lien entre nous, la planète et les planètes. Pour ça, c'est que je parle beaucoup de les autres façons de voir la vie qui ne sont pas valorisées. Je ne trouve pas un autre mot, mais ce n'est pas le mot qui est. Et avec la logique extractiviste. Et par exemple, dans tout ce processus, il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui, au niveau urbain de la ville ou à la campagne, se mobilisent et construisent des liens de solidarité et de réciprocité pour faire face à tous ces projets de mort qui avancent et qui est la dernière partie que je voudrais ajouter, qui avance et il y a du visage. Oui? Et on doit toujours comme analyser ça, les progrès ou développement qui est produit pour la logique extractiviste a une signification ou un autre visage qu'on ne voit pas, mais qui est en arrière pour avoir cette richesse. Il faut détruire ou se profiter de biens communs pour faire ça. Et dans la logique, on brise notre lien avec la nature. On imagine que c'est bizarre de se demander qu'on parle avec les plantes, par exemple. La lune est en train de dire quelque chose. La neige, j'imagine, je ne suis pas experte dans la neige. J'imagine que les gens qui ont vécu près de la neige et qui ont donné le temps pour comprendre qu'est-ce que la neige voudrait nous dire,
on pourrait partager beaucoup de savoirs collectifs de notre lien avec la nature, mais on n'écoute pas. On n'écoute pas au nord, on n'écoute pas au sud. On est comme dans cette situation. C'est ça que je vois les contextes. C'est plutôt provoqué. Et donc, on pourrait dire de passer d'un rapport finalement de domination face à la nature à un rapport où est-ce qu'on comprend qu'on est la nature aussi, on fait partie de la nature aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait réagir à ce que Diana a dit? Peut-être quelqu'un d'autre qui commencerait? Ben, je peux pas faire autrement qu'être d'accord avec ça. Ce que vous nous invitez à faire, c'est à réenchanter le monde en travaillant avec la nature plutôt qu'en la dominant. Vous avez justement rappelé là, que l'extractivisme, ça s'inscrit dans une économie mondialisée qui fait que les décideurs qui veulent maximiser leurs profits sont tout à fait déconnectés du territoire, des gens qui l'habitent, de la nature, et déconnectés géographiquement. Les indices de performance, là, c'est le rendement aux actionnaires et des choses comme ça, qui négligent tout ce qui se passe sur le territoire. Et il y a quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais je vais en profiter. Bien sûr qu'on met de côté les Autochtones, qui a des impacts sur les femmes, qui a des impacts sur les communautés, mais même les travailleurs. Ce matin, là, mon café est rentré de travers quand j'ai entendu des propos attribués à Alain Bellemare, le président Bombardier. Il dit, ben oui, j'ai pas le choix. Il faut que je congédie 5000 personnes. Parce que pour être une entreprise moderne, il va falloir qu'on maximise les revenus par travailleur. Faut-tu être débranché? Et là, ce que ça veut dire, c'est que l'extractivisme, non seulement c'est mauvais pour les gens des communautés autochtones ou non autochtones, non seulement c'est mauvais pour la nature, non seulement ça induit une logique ça renforce la logique de domination dont les femmes souffrent depuis des millénaires, mais les artisans sur le terrain sont aussi ceux qui vont souffrir. Et c'est pour ça qu'il faut aller enchanter le monde. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je dirais simplement que nécessairement que le respect des écosystèmes, le respect de la nature, ça passe aussi par le respect des cultures. Donc c'est quelque chose qui, pour moi, va de soi et que ça implique donc une réappropriation des ressources au niveau local, régional, national, si ils ont une homogénéité nationale au niveau justement des cultures. Et que de ce fait, il y a toute la question de la force de nos institutions pour se réapproprier ces ressources-là et protéger à la fois les écosystèmes et les relations culturelles qu'on a avec. Ça, c'est quelque chose pour moi, je pense, qui est indéniable. Quand tu dis réapproprier les ressources, comment on peut, si on considère comme dans une logique de non-domination de la nature, est-ce qu'on peut avoir des ressources qui nous appartiennent? Oui, en effet, oui. Disons, se réapproprier les ressources, se réapproprier son milieu de vie. OK. Roger, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Oui. Moi, j'étais très sensibilisé à la question de l'extractivisme. En allant à des forums sociaux en Amérique latine, en participant à plusieurs conférences là-bas. Et particulièrement, la première à laquelle j'avais participé en 2010, c'était la conférence des peuples contre le changement climatique à Cochabamba. Et puis, bon, c'était l'époque où le gouvernement Morales en Bolivie était encore très respecté et considéré très à gauche. Puis en rentrant à cette conférence-là, il y avait une table de militants et militantes à l'extérieur de la conférence qui s'appelle la table 18, Mesa 18, qui était essentiellement critique de la politique extractiviste suivie par le gouvernement Morales.
Et je me rappelle avoir eu une très longue discussion d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures avec ces militants et militantes-là. La plupart d'entre eux étaient de communautés autochtones dans des lieux où le gouvernement avait accepté de continuer ou de permettre la présence de grandes compagnies minières japonaises et autres qui étaient là pour extraire des métaux précieux. Et une des choses qui m'a frappé depuis ce moment-là, c'est les militants et militantes me disaient que l'extractivisme est tellement toxique que la tentative de faire des compromis avec l'extractivisme mettait en danger tout le programme de Morales et le programme de la gauche latino-américaine. J'avais cru que c'était exagéré. L'année dernière, j'ai participé à une conférence à Montréal qui s'appelait La Grande Transition, et j'ai eu l'occasion d'être sur un panel avec une professeure d'Argentine qui s'appelle Maristela Swampa. Et essentiellement, elle, une de ses critiques fondamentales, c'est que selon elle, les gouvernements de gauche en Amérique latine ont trop fait de compromis avec l'extractivisme. Et que ça fait rentrer tout un élément de domination étrangère, d'impérialisme, de colonialisme, mais aussi de vision du monde, comme elle l'a si bien sorti, qui était tellement à l'encontre de la vision du monde qu'avaient les communautés autochtones, qu'éventuellement ça a affecté tout le programme, toute la tentative de libération. Donc, je pense qu'à un moment donné, ça va être intéressant, quand on parle de la toxicité de ce modèle-là, de voir jusqu'à quel point il peut affecter même les tentatives de libération. Et là, ça soulève tout un autre problème dont on n'aura pas le temps de parler ce soir, mais qui est fortement intéressant, c'est comment on sort de ce modèle-là. Parce qu'une des choses que les membres du gouvernement Morales et les militants qui appuyaient Morales, ou ceux qui ont appuyé Chavez, me disaient, c'est très beau, mais comment nourrir le peuple? Comment sortir du système extractiviste en créant les routes, en bâtissant les écoles, en développant les infrastructures, en développant le système éducatif, si on ne fait pas certains compromis, on ne maintient pas certains éléments d'extractivisme. Je m'arrête là, je n'ai pas la réponse, mais je pense qu'à un moment donné, quand on parle du travail du CEDAL et d'autres groupes comme ça, toute cette question-là de comment combattre l'extractivisme, est-ce qu'il y a des étapes, est-ce qu'il y a des compromis, comment s'en sortir, je pense, et ça va être important de faire ce débat. Vois-tu cette question, en fait, de comment les gouvernements dits plutôt progressistes de gauche en Amérique latine ont continué à faire de l'extractivisme? Je pensais qu'on l'aborderait un petit peu plus loin. Mais là, parlons-en, parce que c'est quand même assez intéressant. Puis, bon, je crois, dans mon... en étant une femme blanche qui vit au Canada, puis arrête-moi si j'ai tort ou quelque chose comme ça, mais c'est vraiment que ces gouvernements-là ont dit finalement qu'ils continuaient à faire de l'extractivisme, même s'ils étaient des gouvernements de gauche, parce qu'ils voulaient que ça l'aide finalement à réduire les inégalités sociales, donc créer de la richesse malgré tout pour justement aider la population. Et là, c'est là qu'on se rend compte finalement que ça nuit, ce modèle-là nuit même au sein des gouvernements qui se disent plus progressistes. Et qu'est-ce qui peut être fait par rapport à ça aussi? Diana, si tu veux. Si tu as la réponse. Au moins partager des opinions. Je suis d'accord avec vous. C'est pas vrai que les décisions des gouvernements dits progressistes ont satisfait les nécessités du peuple parce que la logique extractiviste est présente. Je n'ai pas de réponse. Oui. De toute façon, aussi ajouter que la logique extractiviste n'est pas seulement liée aux exploitations de pétrole, aux exploitations de mines, mais aussi à des autres niveaux. Et on parlait avec des amis du CEDAL aussi à quel point la logique d'être inspiré, par exemple, dans les luttes qui
s'ils sont passés au sud, comme pour se sentir proche de la voie de sortie. Dans quel point il nous brise aussi de l'action qui doit se prendre dans toute partie du monde. Donc on pourrait se relationner de façon extractiviste avec le doute aussi, par exemple. Donc la logique extractiviste est dans d'autres domaines de la vie, aussi de la logique extractiviste au niveau de connaissance, de penser, de s'approprier de la façon dans laquelle on fait des liens aussi. Et seulement pour ajouter que c'est vrai qu'en Amérique latine, il y a des autres... il n'y avait pas de solution avec la gauche progressiste, comme tu l'as nommé. Et c'est plus aussi de reconnaître des autres façons d'extractivisme, d'exploitation, et qu'on permette aussi voir que la solution, ce n'est pas la sens de ascenso, comment se dit, la montée d'un candidat ou d'un gouvernement, parce que la sortie de tout ça ne vient pas nécessairement avec une intention non impérialiste ou anticapitaliste. Mais je n'ai pas rien de plus comme ajouter à ce que vous avez dit, parce que je suis d'accord. J'espère qu'on n'a pas trop fait dérailler. Non, c'est parfait. En fait, il faut que ça déraille un peu ces discussions. Mais donc, je suis vraiment contente que tu dises, enfin le mot, je crois qu'on ne l'avait pas encore dit, mais le capitalisme. Et je crois que c'est important qu'on en parle, en fait, des liens entre le système économique actuel et l'extractivisme. Est-ce qu'on est mieux avec un système qui serait plutôt socialiste, mais par exemple, on a quasiment un bon exemple au Canada de nationaliser un pipeline de sable bitumineux, c'est assez socialiste comme façon de fonctionner, mais malgré tout très extractiviste aussi. Donc, peut-être Raphaël, vous mentionnez quelques mots justement sur ces liens-là entre le modèle économique actuel et qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ça. Est-ce que ça doit passer par une décroissance? Par un capitalisme vert, j'imagine que non, mais bon. C'est pas grand-chose, c'est déjà une réponse. Moi non plus, je ne suis pas un spécialiste dans l'extractivisme et surtout pas à l'international. Je connais un peu l'économie canadienne, l'économie québécoise, comment est-ce qu'on extrait nos ressources. Il y a une chose par contre qu'on constate, à travers le globe, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la malédiction des ressources naturelles. Donc les pays qui ont tendance à miser leur croissance sur les ressources naturelles, sur l'exploitation des ressources naturelles, sont souvent les pays où éventuellement il y a le moins de développement, où les populations souffrent beaucoup, ils ont de la difficulté à se défaire de justement ces formes de colonialisme et d'impérialisme-là, parce que pour ces pays-là, c'était une voie de développement pour eux qui se disaient que c'était un mal nécessaire à traverser, mais les relations avec les pays vers lesquels ils exportent ces ressources naturelles-là les rendent dépendants de ce même modèle et ont beaucoup de difficultés à s'en sortir pour des impératifs de court terme, notamment au niveau politique. On peut penser facilement au cas du Venezuela. Le Venezuela a misé beaucoup sur sa rente pétrolière afin de se doter d'un État moderne, donc diminuer l'alphabétisme, augmenter l'espérance de vie, améliorer ses services. Mais une fois que le prix du baril tombe, ça fait tomber un peu aussi le modèle derrière. Du moins, ça le fait tomber quand on n'en est pas encore complètement sorti. Mais une fois qu'on est rentré dans ce modèle-là, une fois qu'on se dit on exploite nos ressources pour donner
disons, des opportunités à notre peuple. On construit des infrastructures en ce sens-là. On construit une panoplie de choses qui nous rendent finalement prisonniers de tout ça. Donc, c'est un peu ce que, en 1960, un économiste à l'Université de Toronto, si je me souviens bien, M. Linnis, disait le staple trap, ou le staple theory, qui est la théorie des produits de base. Donc, une économie en développement a tendance à rester un peu enfermée dans ce carcan-là d'exportation de produits de base afin de subvenir à des besoins de court terme et qui finalement devient qu'elle est sujette aux variations, aux chocs, si on peut dire, associés à ces produits de base-là. Donc, il y a toute une relation entre le centre et la périphérie qui se développe aux alentours de ça, qui maintiennent les rapports de domination. Je vous dirais que disons que le Canada, disons, on en est sorti un peu, on est encore beaucoup là-dedans, mais il y a des voies de sortie. Le fait qu'on nationalise un pied dans les fesses, ça ne nous engage pas dans cette voie de sortie-là. C'est pas... ça nous renfonce, là, on s'entend complètement. C'est vrai que les voies de sortie de l'extractivisme, pour ma part, ne sont pas, disons, univoques, ne sont pas unidirectionnelles. Il n'y a pas de solution magique. On parle, de la décroissance, on parle de socialisme. Je vous dirais que le plus loin conceptuellement parlant, où on se rend et qui fait en sorte qu'on est capable de conjuguer les impératifs écologiques, économiques et, disons, sociaux des populations, c'est à travers le concept de ce qu'on appelle l'écosocialisme. Donc, c'est d'avoir un mode de gestion, un mode d'organisation sociale, un mode de gestion des ressources, un mode d'organisation politique qui est décentralisé, démocratique, qui n'a pas l'accumulation du capital comme finalité première et qui remet en question l'ensemble aussi de ces modes de production. Donc, on peut penser au socialisme des débuts 1900 où on était tout de même dans une logique productiviste. On était tout de même dans une logique où on produisait un peu sans égard, ou du moins, pas sans égard, mais on n'avait pas complètement cette préoccupation-là aussi de l'impact sur les écosystèmes à travers les modes de production. Donc, il faut être capable de... Il y a trois impératifs, dont je les ai mentionnés, l'impératif écologique, l'impératif économique. Quand on parle d'impératif économique, c'est simplement de subvenir aux besoins de la population en termes de biens et services. C'est exclusivement ça. En termes d'impératifs sociaux, c'est surtout d'un point de vue démocratique, d'un point de vue de comment est-ce que la population interagit entre elles, comment elle se dote de ces règles. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Donc, l'écosocialisme, pour moi, est un concept théorique qui permet un peu d'enchasser tout ça. Mais une fois qu'on dit ça, ça ne nous dit pas, encore une fois, comment aller vers cet éco-socialisme-là. Donc, un mode d'organisation sociale qui est à la fois en équilibre avec les écosystèmes et qui permet de rompre avec la finalité de l'accumulation du capital. Excellent. Est-ce que quelqu'un voudrait réagir sur ça? Luc? Écoutez, cette histoire-là de... Je ne sais pas si l'écosocialisme, c'est vers là où il faut aller, mais peut-être qu'on peut appeler ça comme ça, peut-être qu'on peut appeler ça une économie proche du terrain, parce que effectivement, il y a des besoins auxquels il faut répondre. On a tous besoin de manger, on a tous besoin de se chauffer. Ça, c'est une des leçons que la neige nous rappelle. Puis, je peux vous dire aussi que plus on avance vers le mois de mai, moins on est attentif à ce que la neige a à nous dire. Mais c'est pas là que je vais aller. Il y a des besoins auxquels il faut répondre, et ces besoins, pour les identifier, pour identifier les mesures pour y répondre, je suis d'accord. Il faut décentraliser, il faut que ça parte des communautés, des gens qui vivent
proches de ces ressources et qui vont vivre avec les conséquences de leurs décisions. C'est un peu ça l'extractivisme, c'est que les gens qui prennent des décisions, ils ne vivent pas avec les conséquences sur le territoire. Et la solution politique, c'est de faire que ces gens qui prennent des décisions vivent avec les conséquences. Et là, ce qu'il y a de nouveau, c'est l'impératif écologique. Mon collègue Raphaël parlait de Harold Innis. C'est la contribution à l'édifice de la science économique, la contribution canadienne, c'est Harold Innis, qui disait les ressources naturelles, ce qu'il a appelé des staples, ou cette idée de staple economics, il disait les richesses naturelles, c'est important pour décoller. Mais il faut savoir, et bien sûr, pour décoller sur une terre soi-disant vierge, là, ça va aussi déraper, j'en n'embarquerai pas là-dedans, il disait, pour les ressources naturelles, pour décoller, c'est bien, mais à condition que la richesse qu'on crée, on s'en sert pour développer les économies locales, pour les autonomiser. Ce qu'il a appelé des liens amont et des liens en aval, pour diversifier l'économie. C'est pas ça qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est qu'on s'est servi des ressources naturelles pour toujours en faire plus. On a donné quelques retombées. Bon, on serait bien malheureux au Québec de dire que ça n'a pas donné d'emploi. Non, au contraire, ça en a donné. En tout cas, dans le secteur forestier. Mais de toujours faire plus de 2 par 4 avec de moins en moins d'employés pour faire, soi-disant, engranger des profits à des gens qui vivent, même plus à Toronto, qui sont à New York ou à Londres ou à Chicago. Il y a un décrochage du territoire. Et évidemment, quand vous êtes complètement décroché de la réalité territoriale, bien sûr que les enjeux environnementaux, il n'y en avait rien à cirer. Alors, Innis a une contribution intéressante et il y a peut-être un début de solution quand il dit oui, le staple, c'est un tremplin, mais il faut développer en amont et en aval pour le bien des gens qui habitent ce territoire. Évidemment, Innis, quand il parlait de territoire, il voyait le Canada. C'est un peu grand. Si on veut être précis, il faudrait baisser au niveau des communautés, mais ça, j'anticipe. Et ce qu'il n'avait pas vu, c'est que non, on s'en tiendrait à produire toujours plus. Et ça a donné le fameux staple trap. Mais c'est pas Innis, ça c'est Watkins. Puis c'est arrivé dans les années 80. C'est assez récent où on a constaté que la contribution canadienne à l'édifice économique, ça ne marchait pas. Là, il fallait l'expliquer. J'ai un dilemme. Parce que ils m'ont tellement stimulé que je pourrais faire un discours maintenant, ou plutôt je tombe mon bloc et je fais mon mini-discours après. Ça fait que je me soumets à la discipline que tu as imposée. Après ton bloc, on va voir avec Diana, puis on se met à ton bloc. Ben là, en fait, peut-être, c'est pas grave, mais juste peut-être brièvement sur, bon, finalement, la remise en cause du système économique actuel, puis... Depuis mon perspective, c'est bien ou il faut qu'on réfléchisse autour de qu'est-ce qu'on appelle, parce que j'écoute beaucoup les mots les ressources naturelles, par exemple la logique des ressources, ou aussi je suis interpellée avec les mots de services écosystémiques que tu as mis. Et moi, je voudrais dire que la logique extractiviste parle aussi de services écosystémiques et tout ce qui est nommé comme service dans des systèmes de marché qu'on a
parle de quelqu'un qui achète ou qui paye, qui paye pour quelque chose qu'il va obtenir en échange. Et quand j'écoute les mots service écosystémique, je me demande ou j'imagine qu'il y a des arbres qui ne veulent pas tenir de compte bancaire. Et il y a quelqu'un qui va s'enrichir autour des services écosystémiques. Et comme la nature n'a pas de compte bancaire, et pourquoi est-ce qu'on parle de ça, non? Des services écosystémiques, mais Remise aussi a parlé de ce qu'on nomme comme escassez, comme Rareté. La rareté. Rareté de ressources. Donc il faut comme services écosystémiques et aussi c'est lié selon la perspective que je partage avec l'histoire des cycles d'accumulation, de nouveaux cycles d'accumulation, aussi d'histoire des cycles de lutte. Et les personnes qui exploitent ou la nature changent sa façon de domination de la nature une fois qu'ils sont obligés à le faire parce que les gens sont en train de lutter tout le temps en défense de la vie et ils changent la façon d'oppression, d'accumulation, d'exploitation et les services écosystémiques, je les trouve qui sont très liés à la logique des marchés qui sont en train d'établir des relations entre les populations et les entreprises, par exemple. Mais je ne les trouve qui sont une voie de sortie à ce qu'on parle. Ou ça va peut-être être lié à des autres interventions. Merci. Puis juste pour les personnes qui sont peut-être pas familières avec ce concept-là de service écosystémique, en fait, c'est un principe selon lequel on donne une valeur monétaire à un service que la nature nous rend. Donc, par exemple, c'est ça. Donc, par exemple, on peut dire la pollinisation des fleurs par les abeilles vaut 2 milliards de dollars. La filtration de l'eau par ce marécage vaut 1 million de dollars. Et il y a c'est de rentrer aussi la nature dans une logique, encore une fois, un peu plus marchande et aussi une logique de, disons, compensation financière. Donc, telle usine peut aller détruire un milieu humide. En échange, elle va donner l'argent correspondant au service écosystémique qui a été perdu. Donc, bon, sans trop entrer dans ces détails-là, mais ça fait partie aussi de ce système économique dans lequel on est et de l'extractivisme également. Merci. Ce qu'il faut vraiment dire là-dessus, alors là, vraiment dire, c'est que effectivement, le service écosystémique, c'est une opération de monétisation, alors donner une valeur monétaire à des choses qui n'en ont pas. Mais il faut bien comprendre, et je comprends tout à fait Diana, je suis d'accord avec elle, il y a des gens qui voient une occasion de marché là-dedans. C'est pas une occasion de marché, les services écosystémiques. C'est une façon de contraindre l'extractivisme. Et là, il y a une commande pour nos institutions politiques de dire, écoutez, vous voulez ouvrir une usine qui va jeter un paquet d'effluents dans l'eau et puis ça va avoir plein de conséquences sur l'état des poissons, sur l'état du paysage. On estime que ça vaut tant. C'est le prix à payer
pour que vous puissiez construire votre usine. Êtes-vous d'accord, oui ou non? C'est un moyen de contraindre l'extractivisme. Maintenant, je suis très utopiste, hein? J'enseigne à l'université. Et pas n'importe quelle université, celle dont la devise c'est « Merci mon Dieu de m'élever au-dessus de la masse ». On s'en rend pas, d'habitude. Et là, je le dis devant témoin. Mais effectivement, c'est trop souvent perçu comme une occasion de marché. Et c'est pas une occasion de marché, mais ça, c'est nos institutions politiques qui peuvent le rappeler. Et économique? Ben oui, pour dresser, dompter l'économique. En effet, pour rebondir sur ce que Luc vient de dire, oui, M. Boutier. En plus, c'est extrêmement utilisé. On fait ça en économie des ressources naturelles, on fait de l'évaluation contingente. On demande aux gens par sondage combien êtes-vous prêts, combien voudriez-vous recevoir si on détruisait le bois en arrière de chez vous. Les gens disent bon, 200, 300 $, et comme ça permet de donner une valeur sur la ressource naturelle qu'on scraperait si jamais on voulait la scraper. Mais dans ce cas-là, les entreprises peuvent bien dire moi je vais demander aux gens si je vous donne 300 $ là, vous laissez-vous scraper vos forêts. Et souvent, ils ne demandent même pas. Mais bref, dans ces cas-là, ça rentre la ressource naturelle dans une logique de marché, mais ça, c'est dans l'idée de ce qu'on appelle une soutenabilité faible. Il y a encore une fois un grand économiste écologique, Herman Daly, que je vous invite à aller consulter. Il y a deux types de soutenabilité. Il y a une soutenabilité faible où on considère que le capital naturel, donc on prend des termes du jargon économique, mais c'est juste pour faire prétentieux, on prend le capital naturel et on se dit que si on baisse le capital naturel, on augmente le capital humain, le capital financier pour compenser. Donc, on est capable d'effectuer une substitution entre les sortes de capitaux. Et de l'autre côté, il y a des gens qui disent non, c'est pas vrai ça, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas dire qu'on remplace une forêt par des entreprises qui purifieraient l'air. Il y a beaucoup d'autres choses que la nature fait qui n'ont pas de valeur, qu'on ne peut pas quantifier en termes de valeur monétaire, notamment tout ce qui est l'aspect culturel. C'est impossible, voire extrêmement élevé en termes de valeur. Et si justement on quantifiait bien cette valeur-là, sur les aspects culturels notamment, et que les États imposaient ça aux entreprises extractivistes, imposaient cette valeur-là comme redevance, il y en aurait très peu d'extraction. Parce que justement, c'est des montants extrêmement élevés qui seraient demandés aux entreprises extractivistes qui se verraient forcées de trouver d'autres alternatives pour développer un bien ou un service. C'en est une éventuelle voie de sortie, mais bon, c'est du courage politique que ça prend. Mais justement, l'idée de la soutenabilité forte, c'est qu'il n'existe pas de substituabilité entre le capital naturel et les autres types de capitaux. Donc, il est nécessaire de préserver du capital naturel en une quantité suffisante, sinon de la préserver en totalité dans l'état actuel, ou de l'accroître. On peut accroître aussi un capital naturel. Si on augmente la quantité d'arbres protégés, si on réintroduit des espèces, si on fait de la restauration écologique, il y a plusieurs initiatives de restauration écologique. Bref, merci. En fait, donc, tu ouvres un peu la porte sur notre prochain bloc. Là, je pense qu'on s'entend tout le monde pour dire que l'extractivisme, c'est destructeur pour la nature, pour les populations aussi. Maintenant, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour se sortir de ce modèle-là? Quel est le rôle aussi des individus, le rôle des États, le rôle même des entreprises pour se sortir de ce modèle? Qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver? Peut-être, Roger, je vais faire un peu de pouce sur les interventions des gens qui m'ont précédé. Bien sûr, vous savez que le terme de la transition est à la mode. Tout le monde parle de la transition. Et Dominique Champagne vient de sortir le pacte de la transition. Il a récolté presque 200 000 signatures, etc., etc. Dans Le Devoir, le samedi dernier, un prof des HEC, Marie Abraham, a écrit un article où il critique très fortement la vision de la transition comme est de l'avant Dominique Champagne sur deux questions. Premièrement,
le fait que si vous relisez le pacte proposé par Dominique Champagne, toute la première moitié porte sur des actions individuelles. Et ce que Yves-Marie Abraham dit très clairement, c'est que c'est des moyens collectifs qu'il faut prendre si on veut sortir de la crise écologique. C'est-à-dire on peut adopter tous les comportements éthiques individuels que l'on veut, cela ne nous sortira pas de la tragédie qui s'en vient s'il n'y a pas des moyens collectifs forts de transition vers un autre modèle qui sont pris. Ça, c'est la première chose que dit Yves-Marie Abraham. Et la deuxième, c'est qu'il ne peut pas y avoir de transition si on ne lit pas, si on n'attache pas justice sociale et justice environnementale dans une vision de dépassement du modèle actuel du capitalisme. Ça nous ramène un peu à la discussion qu'avaient ouvert nos amis, les autres intervenants tantôt. Et là, ça nous amène à la question de que veut-on dire par la transition. Je suis un des militants du Front commun pour la transition énergétique. Je suis sur le comité de coordination. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le débat que nous avons fait au sein du Front, nous avons mis de l'avant des critères pour la transition. Et un des critères fondamentaux et premiers que nous avons mis de l'avant, c'est une transition porteuse de justice sociale. C'est-à-dire une transition qui permettrait de répondre aux deux grands défis auxquels nous faisons face, l'inégalité croissante au sein de nos pays et entre pays au niveau mondial, entre le Nord et le Sud, etc., etc., et répondre à la crise climatique. Il n'y a pas de réponse unique au drame que nous vivons. Ça doit être une réponse systémique et une sortie du système actuel. Donc, le deuxième point qu'amène le Front commun pour la transition énergétique, c'est qu'il fait une critique de la vision de la transition néolibérale. C'est très important de voir que depuis Paris, depuis 2015, depuis la COP21 à Paris, le mot de transition, et même transition juste, qui avait été développé à l'origine par le mouvement syndical international au début des années 2000, qui avait été repris par le mouvement altermondialiste et développé à partir du sommet des peuples au Brésil dans une vision transformative, altermondialiste, de libération des peuples autochtones. Ce terme-là a été repris après Paris, puis on l'entend à toutes les sources. Notre cher ami Justin Trudeau parle de la transition tout en voulant développer les sables bitumineux. Parce que voyez-vous, en développant les sables bitumineux, nous allons pouvoir financer la transition. Rappelez-vous qu'il parle de transition et qu'il fait exactement le contraire. Et ça, c'est un modèle de transition néolibérale. Et donc le Front s'insurge contre ce modèle-là. Un autre débat qui n'a pas été tranché au fond parce qu'il est plus compliqué, c'est la question du capitalisme libéral, à laquelle nous allons arriver tantôt. Y a-t-il une façon de sortir de la crise écologique et la crise sociale que nous vivons dans le cadre du système, mais dans un système qui serait, comme disent les anglophones, tweaked. On l'aurait un peu amélioré. On aurait ajouté un peu de keynesianisme, on aurait ajouté un peu de réforme, on aurait ajouté un peu d'état social, on aurait imposé certaines limites à l'extractivisme, on aurait imposé, je ne sais pas moi, des marchés du carbone, des taxes sur le carbone. C'est un débat qui n'est pas tranché au sein du Front, mais je pense que les éléments que nous avons commencé à adopter pointent vers aller au-delà du capitalisme ouvert. Parce qu'on ne peut pas, et ça, je tourne ma casquette du Front commun de transition énergétique un peu vers la gauche pour dire, quant à moi, c'est l'interprétation que je fais, qui est peut-être personnelle, mais qui découle des principes développés par le Front. Il ne peut pas y avoir de justice sociale ou justice environnementale ou de limitation à l'extractivisme ou de réponse aux deux grandes crises à lesquelles nous vivons, environnementale et sociale, même dans un capitalisme réformé. Et je vous donnerai l'exemple le plus frappant. En 2012, j'ai été au sommet des peuples au Brésil. C'est une grande conférence des Nations Unies où ils avaient sorti un document sur l'économie verte et la transition à une économie verte. Mais en lisant le document des Nations Unies, il y avait toute une vision qui se dégageait. Premièrement,
on n'arrêtait pas l'exploitation des hydrocarbures, mais graduellement, on la rendait de plus en plus costly, de plus en plus chère. Donc, on essayait graduellement, par des mesures du marché, en mettant l'accent sur le gradualisme, à inciter les multinationales du pétrole à aller voir ailleurs, où elles pourraient faire de l'argent. Et vers la fin du document, la chose la plus frappante, c'est que les Nations Unies, ça avait été un rapport qui avait été développé par les grandes banques, entre autres la Deutsche Bank. Mais ce que les Nations Unies proposaient, c'est que sur les 20-30 prochaines années, 3% du PIB au niveau mondial soit mis sur la transition économique. C'est énorme, 3% du PIB. Mais attention, qui contrôle ces 3%-là? Et la proposition des Nations Unies, c'était que cela soit contrôlé par les grandes multinationales et les grandes banques au niveau mondial, travaillant de concert avec les ministres des Finances des pays du G20. Je pense que l'image est claire. Et pour moi, ça caractérise un peu ce que l'on veut dire par capitalisme vert. Et c'est un débat que j'ai eu même avec des gens de Greenpeace. Parce qu'à un moment donné, le coordonnateur international de Greenpeace avait fait une intervention dans une des COP pour dire il y a le capitalisme brun, brown capitalism, et il y a le capitalisme vert, green capitalism. Le capitalisme brun, c'était les pétrolières. Le capitalisme vert, c'était Silicon Valley. C'était quoi? Apple, Amazon, c'était Facebook. Vous voyez un peu? Et il proposait une alliance avec les grands capitalismes verts pour battre et isoler les capitalistes bruns et de cette façon-là sauver la planète. Et écoutez, le coordonnateur international de Greenpeace, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, qui a fait 10 ou 15 ans de lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. C'est pas quelqu'un que je veux ridiculiser, mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'à un moment donné, si on ne rompt pas avec cette idée-là de trouver un accommodement au sein du système, on ne pourra pas sortir de la crise actuelle. Ce n'est pas quelque chose de simple ou de facile à amener, mais je pense que nous devons adopter une vision de la transition qui est une vision de sortie du système néolibéral et qui soit vue comme un programme graduel de sortie du système et avec une définition ouverte de ce que serait ce système à la fin par les forces populaires, par les communautés, par les peuples. Et c'est là où le concept que notre ami Raphaël a amené d'écosocialisme interpelle. Si par écosocialisme, on veut dire la jonction du social et de l'environnemental, je suis pour. Si par l'écosocialisme, on veut dire un système de planification démocratique, un système de contrôle démocratique par les populations sur l'économie, sur les entreprises, des formes d'autogestion, des formes de planification de participation démocratique dans les territoires sur l'économie, je suis pour parce que je ne pense pas que nous pourrons sortir de la crise sans cela. Quelqu'un a fait le parallèle rapide entre la crise que nous vivons maintenant et la Deuxième Guerre mondiale. L'énorme réorientation de l'économie qu'avaient fait les États-Unis, entre autres à l'époque, pour développer l'économie de guerre et transformer une économie qui était essentiellement une économie civile vers une économie de guerre pendant les 5 ou 6 ans qu'a duré la Deuxième Guerre mondiale. Il est possible de faire des transformations rapides. Le grand capital le fait quand il pense ne pas avoir d'autres solutions, essentiellement en période de guerre. Ils l'ont fait pendant la période de la Première Guerre mondiale, ils l'ont refait pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais dès qu'ils ont pu s'en sortir, ils s'en sont sortis rapidement. Mais sans développer un contrôle social de la production, du mode de production, du mode de consommation, sans développer une réforme et refonte de notre façon de concevoir l'économie et le rapport à la nature, sans développer des moyens de transport en commun électrifiés, publics, éventuellement gratuits,
sans transformer et créer des programmes pour permettre aux travailleurs et travailleuses, aux communautés qui sont impliquées dans l'exploitation des hydrocarbures ou dans l'extractivisme forestier, de sortir de cette situation-là. Donc, avec des programmes, avec une aide, avec une participation dans la définition de ces programmes-là, je ne pense pas qu'on pourra sortir du système actuel. Donc, je vous dis, le programme de transition n'est pas nécessairement éco-socialiste en soi, mais il doit porter en soi le germe d'une sortie du système actuel, non seulement pour les populations dans notre pays ou dans notre province, mais aussi au niveau international. Le CEDAL fait un travail remarquable du développement de la solidarité avec ceux et celles qui luttent dans d'autres pays, beaucoup en Amérique latine bien sûr, contre l'extractivisme et contre les multinationales canadiennes. Une partie de notre travail doit être aussi à ce niveau-là. Il y a donc une vision nationale, internationale, démocratique, qui doit, comment dirais-je, irriguer cette vision de la transition, sinon on n'en sera pas une, et on se retrouvera avec les définitions de la transition de M. Couillard, où la transition s'était développée le gaz naturel pour la fracturation hydraulique, mais parce que voyez-vous, le gaz naturel est mieux que le pétrole. Ou bien la vision de Trudeau, où on développe les pipelines parce que ça va nous aider à sortir de l'économie des hydrocarbures. Et vous savez bien que ce sont des cul-de-sac. Alors je m'arrête là, je vais laisser part à la discussion. Il est déjà 8h30 pratiquement, juste peut-être, parce que tu as parlé entre autres bon, des alternatives, et bon, on s'entend probablement tout le monde sur il faut sortir de ce système extractif, de ce système capitaliste, mais bon, c'est pas demain matin que ça va se passer, évidemment. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on fait, par où commencer, comment le faire? Est-ce qu'il y a des initiatives qui peuvent être faites au niveau des communautés? Et j'aimerais particulièrement entendre peut-être Diana à ce sujet-là sur peut-être des alternatives qui sont déjà mises en place dans les communautés, dans les pays d'Amérique latine, des solutions peut-être au niveau vraiment des petites collectivités. Je pense qu'il y a plusieurs cas, et en Amérique latine, aussi ici au Québec et partout le monde. Et je pense qu'il y a des initiatives à tout niveau, non? Les processus, par exemple, des gardiens de semences sont très importants, de tout ce qui est lié à notre éthique del cuidado, du soin, par exemple, comme à un niveau général, non? Il y a par tout le monde des initiatives. Je ne voudrais parler d'une spécifique, parce que je ne pense pas comme dans une lutte qui va nous inspirer, parce que ça vient de tout le monde. J'étais en train de réfléchir que plusieurs communautés qui ont des façons de vivre millénaires pourraient nous donner des pistes. Et une piste que je voudrais partager, c'est réfléchir autour de la notion de temps. Ça dit comme ça, notion de temps. Parce que les temps dans lesquels on habite, c'est le temps de l'extractivisme. Le calendrier grégorien, si on pourrait nommer comme ça, qui est les mois, les journées, les années. On est dans les années 2018 du calendrier grégorien, qui aussi c'était un calendrier imposé dans ce qu'on appelle Amérique pour les systèmes d'exploitation. Et donc, on est dans la logique du temps et de l'extractivisme a brisé notre relation avec l'espace, mais aussi avec le temps cosmique, pour dire quelque chose. Bon, donc, avec ces visions de temps et de culture millénaire, il y a des gens qui ont vu
l'apparition de quelque chose qui nous apparaît comme naturel ou qu'on doit continuer, qui c'est le mot, par exemple, démocratie, et qu'on doit faire une transition démocratique, par exemple. Et ces mots, même avec la logique de l'autre visage, l'autre visage de la démocratie, au moins en plusieurs pays d'Amérique latine qui on a des gouvernements fascistes, pour dire comme les noms qui fonctionnent avec ça. Démocratie d'un visage qui en arrière, on a des forces armées qui sont en alliance des entreprises, des paramilitaires, des narcotrafiquants, et tout ça y est avalé par un autre mot ou une autre structure qui n'existait pas. Ça fait 200 ans, qui s'appelle l'État et l'État. Donc, si on réfléchit dans la logique du temps, on doit voir aussi que les structures démocratiques ou de l'État comme tel, peut-être qu'on était dispositif aussi du extractivisme. Donc, ce que je voudrais partager, c'est de laisser de rebaisser les savoirs millénaires pour apprendre de ces expériences de vie qui ont été vécues par des populations autour du monde, même au Québec, en Amérique du Sud. Et parce qu'il n'y a pas une formule, comme vous avez dit, mais aussi il y a comme des pistes. Et moi, je les vois comme ça, les temps, les reconnaissances des savoirs millénaires, et aussi pas se focaliser dans les aspects de technologie, parce qu'on pourrait dire, bon, c'est l'énergie des barrages, c'est très mauvais, c'est au cours de la destruction. Mais aussi, l'énergie produite par des parcs éoliques est terrible. Et l'énergie produite par des panneaux solaires, produit des basura, comme on dit, des déchets. Et il nous amène à réfléchir, pas dans la technologie qu'on utilise pour produire l'énergie, pour dire une chose, mais notre façon de vie qui demande tellement une quantité d'énergie pour satisfaire des nécessités qui ont venu à travers le temps. Mais les initiatives comprennent de transition, comme on dit, comprennent de différentes dimensions, individuelles, collectives, individuelles dans les actes quotidiens, collectives aussi dans les actes quotidiens et comme peuple, individuel à l'intérieur et plusieurs dimensions. Est-ce que vous vouliez réagir sur ça ou on passe à la période de questions? Je pense qu'on est dû. Hein?